Pierce Industries dormait sous une couverture d'ombre et de secret. Dans les couloirs de marbre, où le jour voyait défiler déjeuners d'affaires et poignées de main valant des millions, un homme avançait comme un fantôme. Trevor Walsh poussait son chariot de nettoyage, ses roues murmurant sur le sol immaculé. Au-dessus de lui, la suite des dirigeants s'élevait dans un silence de cathédrale. 6 mois plus tôt, ces mêmes murs vibraient encore de rires d'enfants. Isabella Pierce, fillette aux cheveux d'or et au sourire éclatant, courait à travers les portes vitrées pour se jeter dans les bras de son père. Mais la mort avait tout changé. Désormais, à 7 ans, elle se recroquevillait dans un fauteuil de cuir hors de prix, semblable à un oisillon blessé. Son uniforme d'école, froissé, témoignait d'heures d'attente et d'abandon. Des larmes avaient séché sur ses joues de porcelaine, laissant des traces sombres de mascara. Dans ses mains tremblantes, un vieux nounours semblait aussi perdu qu'elle. Lorsque les pas feutrés de Trevor s'approchèrent, Isabella leva la tête. Sa voix brisée fendit le silence comme une lame. « Pourquoi maman ne m'aime pas ?» Trevor s'immobilisa. La bouteille de désinfectant glissa de ses doigts calleux, heurtant le marbre dans un bruit sec, comme l'écho de l'espoir qui s'éteint. Il avait déjà entendu des enfants pleurer. Sa propre fille, Ruby, gémissait parfois la nuit, terrorisée par le cauchemar que maman ne reviendrait jamais. Mais ce cri-là avait une profondeur particulière. Isabella était assise sous le portrait de son père défunt, dont les yeux bienveillants semblaient encore veiller sur sa fille abandonnée. Trevor aussi avait connu la chute. 3 ans auparavant, il portait des costumes sur mesure en tant qu'ingénieur logiciel senior. Désormais, son uniforme usé portait les taches des vies des autres. L'accident de Michelle, sa femme, avait tout détruit. Lui aussi savait ce que signifiait ce poids insupportable sur de petites épaules. Les yeux bleus d'Isabella suivaient ses gestes tandis qu'il approchait. Elle serrait son ours en peluche si fort que ses jointures blanchissaient. Autrefois, cet enfant peignait des arcs-en-ciel pour décorer les murs du bureau de son père. Aujourd'hui, ses couleurs s'étaient effacées. Trevor posa ses produits et s'agenouilla doucement à côté du fauteuil, prenant soin de ne pas envahir son espace. Les années passées à raconter des histoires à Ruby lui avaient appris qu'un cœur d'enfant brisé réclamait des voix douces et une patience infinie. Sous la lumière crue des néons, Isabella paraissait minuscule, presque engloutie par les meubles conçus pour les géants de la finance. « Salut, princesse », dit-il avec une chaleur de père conscient de la fragilité de l'enfance. « Il est très beau, ton ours. Comment s'appelle-t-il » La fillette baissa le menton, ses lèvres tremblant. Le pelage de l'animal était imité par trop de larmes, un œil pendait par un fil. Elle murmura si bas que Trevor dut se pencher. « Monsieur Patch. Papa me l'a donné quand j'avais peur des orages. » L'emploi du passé résonna comme du verre brisé. Tout dans la vie d'Isabella appartenait désormais à elle, avant. Avant que le rire ne quitte ses couloirs de marbre. Trevor reconnaissait cette géographie de la douleur. C'était le même vide qu'il avait vu dans les yeux de Ruby après l'enterrement de Michelle, lorsqu'une petite main cherchait une mère qui ne répondrait jamais. « Monsieur Patch a l'air d'un vrai ami, » dit-il doucement. « Je parie qu'il prend très bien soin de toi. » Isabella hocha la tête, puis la secoua, perdue entre vérité et mensonge. Comment expliquer à une enfant de 7 ans qu'aucune peluche ne peut combler un vide en forme de maman? À côté d'elle gisait son cartable, ses devoirs sans doute inachevés, sa boîte à déjeuner encore pleine d'un repas qu'elle n'avait pas eu la force d'avaler. « Pourquoi maman ne m'aime pas ?» répéta-t-elle, sa voix craquant comme des feuilles mortes. Elle lisait des histoires. Elle me faisait des tresses pour l'école. Elle m'appelait son rayon de soleil. Trevor sentit son cœur se serrer tandis que de nouvelles larmes creusaient des sillons sur son visage. Autour d'eux, l'odeur âcre des produits ménagers rappelait l'inhospitalité des lieux. Il pensa à Ruby, endormie, il l'espérait, dans leur petit appartement, serrant sa propre peluche élimée. Que importait la richesse ou la pauvreté, la souffrance des enfants parlait le même langage. Il sortit un mouchoir froissé de sa poche, larmes secrètes des pères pour genoux écorchés et chagrins imprévus. « Tu sais, » dit-il prudemment, « quand le cœur de quelqu'un est trop blessé, c'est comme si on lui avait fait un énorme trou. Ton papa est parti au ciel, et le cœur de ta maman a reçu un trou si grand qu'elle a eu peur. Alors elle a construit des murs pour se protéger. Mais ces murs empêchent aussi l'amour de passer. » Isabella fronça les sourcils, attentive, serrant son ours contre elle. « Alors, ça veut dire qu'elle m'aime quand même ?» Trevor hocha gravement la tête. « Oui, ma chérie. Ton cœur ne le sent pas toujours, mais cet amour existe.
Il s'est juste perdu derrière les murs. La petite sembla réfléchir, ses yeux brillant d'une fragile compréhension. Même Monsieur Patch paraissait écouter, son unique bouton reflétant la lumière froide du plafond. C'est alors qu'un bruit résonna dans le couloir, le claquement sec de talons sur le marbre. Cassandra Pierce apparut, silhouette impeccable, tailleur de créateur, cheveux platine tirés avec une rigueur militaire. Son regard d'acier, pourtant de la même couleur que celui d'Isabella, trahissait une fatigue profonde, soigneusement dissimulée. Elle s'arrêta net devant la scène. Sa fille recroquevillée, un employé agenouillé, et toute l'évidence de son absence maternelle étalée sur du mobilier luxueux. Isabella. Que fais-tu ici? Aucune chaleur dans la voix, aucun instinct protecteur. La fillette se ratatina comme sous un coup invisible. La fleur qui s'ouvrait à peine sous l'attention tendre de Trevor se referma brutalement. Elle serra Monsieur Patch jusqu'à blanchir ses doigts. Je t'attendais, maman. Madame Hélène m'a amené après l'école. Tu avais dit qu'il ne restait qu'une réunion. Sa voix se fit de plus en plus petite. Cassandra pinça les lèvres, ses traits figés dans une maîtrise glaciale. Trevor reconnut cette micro-expression, il l'avait lui-même portée dans son miroir, c'est moi où la douleur l'écrasait et où il devait être à la fois père et mère pour Ruby. Je t'avais dit d'attendre dans mon bureau, pas de déranger le personnel. Les mots frappèrent Isabella comme des gifles. Trevor sentit la colère monter, mais il se força à rester calme. Elle ne me dérangeait pas, Madame Pierce, dit-il avec respect. Nous parlions juste de Monsieur Patch. Un éclat fugitif passa dans les yeux de Cassandra, peut-être la reconnaissance, peut-être la douleur. Le masque se fissura un instant, laissant entrevoir une femme épuisée, terrifiée d'aimer encore. Puis l'armure de la PDG se remit en place. Isabella, prends tes affaires. Nous rentrons. La fillette obéit avec une résignation trop lourde pour son âge. En passant près de Trevor, elle glissa sa petite main dans la sienne, chaude, confiante, mais si brève. Merci de m'avoir expliqué pour les trous, chuchota-t-elle. Peut-être qu'un jour le cœur de maman n'aura plus si mal. Cette étincelle d'espoir aurait pu illuminer tout l'immeuble. Trevor serra doucement ses doigts. Peut-être bien, princesse. Prends soin de Monsieur Patch, d'accord? Elle hocha gravement la tête, comme investie d'une mission sacrée. Puis elle rejoignit sa mère, mettant des kilomètres d'invisible distance entre elles. Les jours suivants, Trevor se força à l'évitement. Mais un soir, il laissa un petit mot plié, à la taille d'une poche d'enfant, tu es aimé. Parfois, les adultes oublient comment le montrer, mais ça ne rend pas cet amour moins vrai. Ton ami, Monsieur Trevor. Ruby découvrit le billet avant qu'il ne puisse l'offrir. Papa, c'est pour la petite fille triste dont tu m'as parlé? Celle dont le papa est au ciel? Il acquiesça, la gorge serrée. Oui, mon cœur. Pour Isabella. Alors moi aussi, je veux lui écrire. Elle doit savoir que d'autres enfants comprennent. Et ainsi commença une correspondance clandestine entre deux petites filles, faite de dessins colorés, de fleurs séchées, de bouts de tissu collés sur du papier. Chaque message rendait leurs âmes plus légères, comme si être vues et comprises leur rendait une part d'elles-mêmes. Mais la magie s'interrompit quand Cassandra découvrit un billet dans le cartable d'Isabella. Le lendemain, le contremaître convoqua Trevor. Madame Pierce estime vos échanges inappropriés. Si cela se reproduit, ce sera la fin de votre emploi. Trevor comprit. Ce n'était pas un malentendu, c'était la peur d'une mère barricadée derrière ses propres murs. Ce soir-là, il dut expliquer à Ruby qu'elle ne pourrait plus s'écrire. La petite pleura longtemps. Mais papa, on ne faisait que l'aider. Elle souriait enfin. Trevor la berça. Parfois, les règles des grands n'ont aucun sens. Mais on continue d'aimer, même de loin. Ruby continua malgré tout à dessiner pour Isabella, rangeant ses créations dans une boîte secrète sous son lit. Les enfants croient avec une force miraculeuse que l'amour finira par vaincre la peur. Trevor, lui, enviait cette foi. Dans l'ombre des gratte-ciel de Pierce Industries, la certitude que la justice finit toujours par triompher semble bien fragile. Pourtant, les enfants trouvent toujours le moyen de se rejoindre, malgré les murs dressés par les adultes. C'est ce que Trevor Walsh découvre un jeudi soir, lorsqu'il se rend à son travail et tombe sur une agitation inhabituelle dans le hall du bâtiment. Les vigiles se pressent autour des ascenseurs, leur talquis émettant des grésillements frénétiques. L'agent de sécurité le plus âgé l'intercepte, visage fermé,
regard lourd de gravité. Isabella Pierce a disparu. Ces mots glacent le sang de Trevor. La fillette n'est jamais rentrée de l'école. Madame Pierce la cherche depuis plus de 3 heures. Trevor sent ses jambes vaciller. Disparu? Comment? Que s'est-il passé? L'agent hausse les épaules, impuissant. L'école affirme qu'elle est montée dans la voiture du chauffeur habituel. Le chauffeur assure l'avoir déposée à la maison, comme toujours. Mais la gouvernante jure qu'elle n'est jamais arrivée. Immédiatement, Trevor pense aux cachettes de Ruby, sa propre fille, le placard à fourniture où elle bâtissait des forts de coussins, la salle de rangement où elle se rêvait princesse enfermée dans un château. Les enfants, quand le monde devient trop vaste et trop effrayant, se réfugient dans de petits espaces clos. Avez-vous fouillé l'immeuble de fond en comble? Pas seulement les bureaux, mais aussi les réserves, les pièces oubliées, demande-t-il. Les yeux du vigile s'illuminent soudain. Madame Pierce concentre les recherches sur les bureaux et le parking. Mais vous pensez comme un père, pas comme un PDG. Ils échangent un regard muet mais chargé de compréhension. Je vais vérifier les niveaux inférieurs, murmure Trevor. Si elle est ici, elle se cache probablement dans un endroit où elle se sent en sécurité. La recherche prend alors une urgence nouvelle. Trevor descend dans les sous-sols, inspectant méthodiquement chaque recoin. Les salles de stockage, remplies de vieux meubles, projettent des ombres inquiétantes sous la lumière chiche. Le labyrinthe du sous-sol regorge de petits espaces où une enfant effrayée pourrait se dissimuler entièrement. Il appelle doucement, pour ne pas l'effrayer davantage. Isabella, c'est Monsieur Trevor. Si tu es là, tu n'as pas de soucis à te faire, ma chérie. Tout le monde est inquiet pour toi. Sa voix se répercute contre les murs de béton, se mêlant au bourdonnement constant des machines. Puis il l'entend, un léger reniflement, derrière le grand panneau électrique. Le cœur de Trevor bondit, entre soulagement et douleur. Là, recroquevillée dans son uniforme scolaire, se cache Isabella Pierce, serrant contre sa poitrine son ours en peluche, Monsieur Patch. Son visage est strié de larmes et de poussière, ses cheveux d'or emmêlés par son aventure clandestine. « Je voulais vous trouver », murmure-t-elle d'une voix brisée. « Maman a dit que je n'avais plus le droit de vous parler, mais j'avais une question très importante. » La gorge de Trevor se serre. Il s'assied doucement sur le sol froid, à son niveau, se faisant petit pour ne pas l'intimider. « Quelle question, ma douce ?» Les yeux bleus de l'enfant, d'une intensité troublante, se plantent dans les siens. « Est-ce que c'est de ma faute si maman ne m'aime plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal quand papa est mort ?» Les mots frappent Trevor comme des coups. Il reconnaît ce terrible raisonnement propre aux enfants endeuillés, se rendre responsable de drames qui les dépassent. Oh, Isabella, rien de ce qui est arrivé à ton papa n'est ta faute. Et rien de ce qui se passe avec ta maman n'est de ta faute non plus. Quand les adultes ont le cœur brisé, ils oublient parfois comment montrer leur amour. Mais ça ne veut pas dire que l'amour a disparu. Ta maman n'est pas en colère, elle a peur. Et la peur, ce n'est pas la même chose que la colère. L'enfant fronce les sourcils. Mais si elle m'aime, pourquoi elle fait semblant de ne pas vouloir de moi? Parce que, quand on souffre trop, on construit des murs autour de son cœur. Ces murs empêchent les mauvaises choses d'entrer, mais aussi les bonnes. Ta maman a bâti des murs si hauts qu'elle ne voit plus par-dessus. Elle ne voit plus combien tu as besoin de son amour, ni combien elle en a à donner. Isabella réfléchit longuement, puis conclut. Alors l'amour est là, mais coincé derrière les murs. Trevor sourit tristement. Exactement. Et ta maman devra apprendre à les abattre. Ils remontent ensemble les escaliers, dans un silence ponctué du léger frôlement de la petite main d'Isabella contre celle de Trevor. Au rez-de-chaussée, la panique règne toujours. Cassandra Pierce, telle une générale au milieu de ses troupes, orchestre les recherches. Sa chevelure impeccable, son tailleur s'emplit, tout en elle respire l'autorité glaciale sauf ce tremblement discret de ses mains. Maman. La voix d'Isabella fend l'air comme une lame. Cassandra se retourne, et son masque de dirigeante se fissure un instant, soulagement, peur, amour et colère se bousculent sur son visage. Elle se précipite vers sa fille, puis s'arrête net en voyant Trevor derrière elle. L'atmosphère se refroidit aussitôt. Où était-elle, demande-t-elle, sans le regarder mais visant clairement Trevor. Dans le sous-sol. Caché derrière le panneau électrique. Elle n'a rien, dit-il sobrement. Il tait leur conversation intime. Cassandra s'avance avec une lenteur calculée.
Isabella, tu as effrayé tout le monde. Pourquoi as-tu fait ça? L'enfant lève sur elle son regard limpide. Je devais demander à quelqu'un pour les murs, maman. La phrase, énigmatique, déroute Cassandra. Mais elle ne demande pas d'explication devant tout le monde. Elle pose simplement une main mesurée sur l'épaule de sa fille. Nous en parlerons à la maison. L'affection semble plus jouée qu'authentique. Isabella jette un regard vers Trevor en s'éloignant, non pas résignée, mais déterminée. Le lendemain matin, le coup de fil attendu tombe. Walsh, dit le surintendant, Madame Pierce veut vous voir. Trevor s'y prépare comme à une dernière comparution. Dans le bureau, Cassandra apparaît dans toute sa majesté glacée, tailleur parfait, maquillage irréprochable, cheveux disciplinés. Mais ses doigts trahissent une nervosité contenue, tambourinant sur son porte-document. Hier soir, vous avez enfreint des instructions claires concernant ma fille. Vous avez prolongé la conversation malgré les règles. C'est une faute grave. Trevor garde son calme. Mon unique souci était la sécurité d'Isabella. Quelle que soit votre intention, vous avez franchi les limites. Elle marque une pause, un éclat fugitif traverse son regard. Elle m'a parlé de « mur ». Qu'est-ce que vous lui avez dit? Trevor choisit ses mots avec soin. Que parfois, après une perte immense, on construit des barrières pour se protéger. Mais ces barrières empêchent aussi l'amour de passer. Les yeux de Cassandra sondent son visage, cherchant la manipulation. Et vous vous sentez qualifié pour donner des leçons psychologiques à une enfant de 7 ans? Je me suis senti qualifié en tant qu'homme qui a perdu sa femme et vu sa propre fille souffrir de ce vide. Un silence lourd tombe. Pour la première fois, Cassandra laisse paraître une faille. Vous parlez de votre épouse. Oui. Je sais que le deuil peut nous rendre incapables d'aimer pleinement. Elle se lève brusquement, tourne le dos, observe la ville depuis la fenêtre. Moins colossale, presque fragile. Je ne vous renvoie pas aujourd'hui, dit-elle enfin. Mais plus aucun contact avec Isabella. Compris? Parfaitement, madame. Les mois suivants s'écoulent dans un équilibre précaire. Trevor nettoie les étages, Isabella lui adresse de simples hochements de tête. Mais secrètement, elle laisse des dessins, sous un pot de fleurs, derrière une porte de placard, entre deux boutons d'ascenseur. Des arcs-en-ciel reliant des figures séparées, des familles se tenant la main. Trevor garde précieusement ses petits trésors dans une boîte que Ruby a préparée pour lui. Puis survient novembre. Un jeudi pluvieux. À son arrivée, Trevor apprend qu'Isabella s'est évanouie à l'école, victime d'épuisement et de stress. Elle est hospitalisée, tandis que sa mère jongle entre sa fille et une crise d'entreprise. Trevor reconnaît les signes, l'enfant ploie sous un fardeau invisible. Tout en nettoyant mécaniquement, son esprit bouillonne. À minuit, il se décide, parfois, risquer tout est la seule voie juste. Il monte au 35e étage. Dans son bureau éclairé, Cassandra Pierce n'a plus rien de la PDG invincible. Son maquillage a coulé, ses cheveux se sont défaits, son tailleur est froissé. Lorsqu'il frappe doucement, elle relève des yeux fatigués. Monsieur Walsh. Vous devriez être aux étages inférieurs. Trevor entre sans attendre. J'ai entendu pour Isabella. Je veux vous aider. Vous? Quelle aide pourriez-vous apporter? Il inspire profondément. Celle de quelqu'un qui a connu le chagrin d'un enfant. Ma fille Ruby avait 3 ans quand sa mère est morte. Elle s'est crue responsable, persuadée qu'elle avait fait fuir sa maman. Ce qui l'a aidée, ce n'était pas des discours, c'était que je l'écoute. Que je sois là, sans détourner les yeux de sa douleur. Un silence, lourd, s'installe. Cassandra, pour une fois, n'a pas de réplique. Ses yeux bleus, implacables d'ordinaire, cherchent dans les siens une vérité à laquelle se raccrocher. Finalement, elle désigne le fauteuil en face d'elle. Asseyez-vous. Parlez-moi de votre fille. Parlez-moi de ce qui l'a aidé à guérir. Ce n'est plus la PDG qui s'adresse à lui, mais une mère désespérée. Trevor s'installe, conscient que cette conversation pourrait tout changer. Il commence à raconter, avec douceur, avec franchise. Et pour la première fois, Cassandra Pierce écoute vraiment, sans armure, sans mur. Je lui avais répondu sans détour, avec une honnêteté parfois douloureuse. J'avais accepté d'écouter Cassandra parler de Michel sans chercher à réparer son chagrin ni à hâter le cheminement de son deuil. Je m'étais contenté de lui rappeler que l'amour pour une personne ne disparaît pas lorsqu'elle n'est plus là physiquement.
Il change simplement de forme, devient une présence invisible mais tenace, une empreinte qui accompagne chacun de nos pas. Sous mes mots, les doigts de Cassandra cessèrent enfin leur tambourinement nerveux contre le bureau. Son attention tout entière s'était accrochée à mes paroles comme un naufragé à une bouée, comme si je lui tendais une planche de salut dans l'océan de ses incertitudes. Mais la situation d'Isabella est différente, protesta-t-elle. Elle ne t'a pas perdu. Je suis encore là. Sa voix portait une nuance défensive, comme si elle répondait à des accusations jamais prononcées. Je hochai doucement la tête. Vous êtes là, physiquement. Mais émotionnellement, il y a une distance. Pour Isabella, c'est comme si elle avait perdu ses deux parents, son père, emporté par la mort, et sa mère, prisonnière de son chagrin. Je laissai mes mots se déposer entre nous comme des pierres lourdes et inévitables. Cassandra tressaillit, comme frappée en plein cœur, puis se replia sur elle-même, minuscule dans ce bureau de verre et d'acier où elle régnait pourtant en souveraine. « Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente abandonnée, murmura-t-elle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la protéger, pour assurer son avenir, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Je gardais la douceur malgré la dure vérité que j'énonçais. Mais ce qu'elle désire le plus, c'est vous. Pas votre argent, pas votre empire, pas vos plans méticuleux pour l'avenir. Elle veut l'attention de sa mère, son affection, sa présence dans les petits instants qui tissent l'enfance. » La carapace se fissura. Les larmes jaillirent enfin, chaudes, incontrôlables, portant avec elles des mois de douleur étouffée, de culpabilité maternelle refoulée. « Je ne sais pas comment faire sans Richard, » souffla-t-elle d'une voix brisée. C'était lui, le chaleureux. Lui qui savait consoler après un cauchemar, penser un genou écorché. Moi, j'ai toujours su diriger une réunion, bâtir une stratégie. Et maintenant, je dois être tout à la fois, et j'échoue dans ce qui compte le plus. La vulnérabilité emplissait la pièce comme une lumière soudaine filtrant à travers des rideaux épais. Je vis au-delà de l'armure de la dirigeante, une femme effrayée, qui avait bâti un empire mais tremblait devant la simplicité d'une étreinte donnée à sa fille. Madame Pierce, aimer n'exige pas de compétences particulières. Cela demande seulement de se montrer, d'être présent, de faire sentir à l'autre qu'il compte plus que tout au monde. Je me penchai vers elle, les yeux brillants d'une compréhension intime. Les murs que vous avez érigés pour vous protéger sont les mêmes qui excluent Isabella. Vous craignez tant de la perdre que, sans le vouloir, vous l'éloignez. Vous provoquez exactement ce que vous redoutez. Elle essuya ses joues d'un revers de main maladroit, brouillant son maquillage coûteux d'une manière qui aurait fait frémir ses conseillers en images. Que dois-je faire? Comment abattre des murs dont je ne savais même pas qu'ils existaient? La détresse vibrait dans sa voix, mais une lueur d'espoir l'accompagnait. Commencez petit. Ce soir, asseyez-vous à son chevet. Tenez-lui la main. Dites-lui que vous êtes désolé d'avoir été distante. Dites-lui que vous l'aimez plus que vos peurs. Et surtout, continuez. Continuez à choisir l'amour plutôt que la sécurité, à la faire passer avant l'image que vous vous imposez. Cassandra hocha lentement la tête, comme si chaque mot s'imprimait au fer rouge dans sa mémoire. Cela paraît terriblement simple. Pour la première fois depuis des mois, un sourire effleura mes lèvres. Les choses essentielles le sont toujours. Nous restâmes un moment en silence, reliés par une vérité commune, celle des parents qui tentent d'aimer leurs enfants malgré des circonstances impossibles. Puis Cassandra se leva, soudain animée d'une détermination neuve. Elle rassembla son sac et ses clés avec la solennité de quelqu'un qui vient de prendre une décision irrévocable. Merci, Monsieur Walsh. Pour vos paroles, pour vos murs, et surtout, pour avoir pris soin d'Isabella quand moi je ne savais plus comment faire. Elle s'interrompit à la porte, me jetant un regard où perçait quelque chose qui ressemblait au respect. Je vous dois des excuses, et sans doute une recommandation qui ne vous cantonnerait pas à nettoyer des bureaux en pleine nuit. Je n'ai besoin ni d'excuses ni de recommandations, répondis-je simplement. J'ai seulement besoin de savoir qu'Isabella ira bien. Un sourire se dessina sur ses traits, transformant son visage, révélant l'éclat de la femme qu'elle avait dû être avant que le deuil n'endurcisse son cœur. Je crois qu'elle ira mieux que bien. Grâce à vous, je me souviens de ce que j'avais presque oublié, la meilleure protection que je puisse lui offrir, ce n'est pas ma peur. C'est mon amour. Elle disparut dans l'ascenseur, portée par la conviction de quelqu'un qui vient de retrouver sa véritable mission. 3 jours plus tard, je découvris sur mon chariot de nettoyage un article découpé dans le journal. Cassandra Pierce annonçait son retrait de la gestion quotidienne de Pierce Industries pour se consacrer davantage à sa famille. Agrafé au coin de l'article,
une petite note, écrite d'une main enfantine. Merci d'avoir aidé maman à détruire ces murs. Elle a tenu ma main toute la nuit à l'hôpital et elle m'a appelé son bébé soleil. Ton amie, Isabella. PS maman dit qu'on peut peut-être être de vrais amis maintenant, pas seulement des amis secrets. Quand je lus ces mots à Ruby, ma fille tourbillonna dans notre minuscule appartement, éclatant de rire, emportée par une joie pure. Ça veut dire qu'on pourra lui écrire? Que Isabella pourra venir ici? Qu'on pourra la voir pour de vrai? Je serrai Ruby dans mes bras, le cœur gonflé d'espoir. Je ne sais pas encore, ma puce. Mais je crois que de belles choses arrivent. La semaine suivante, une enveloppe élégante nous invita à un brunch dominical au domicile des Pierce. Entre amis, écrivait l'invitation, car les conversations les plus importantes naissent quand les cœurs osent la sincérité. Je relus 3 fois, incrédule. De simples concierges de nuit à invités d'honneur, de relations clandestines à amitié reconnue, c'était impensable. Et pourtant, l'écriture d'Isabella ne laissait aucun doute. Le dimanche matin, Ruby et moi gravîmes les marches du manoir. La porte s'ouvrit avant même que je n'aie frappé. Isabella apparut, vêtue simplement, ses cheveux dorés flottant sur ses épaules, Monsieur Patch blotti contre elle. Monsieur Trevor. Ruby. Vous êtes venu. Son éclat de bonheur aurait suffi à illuminer tout le quartier. Derrière elle, Cassandra se tenait là, en jean et pull de laine, débarrassée de son armure de PDG. Bienvenue chez nous, dit-elle doucement. Merci de nous avoir appris que les murs n'ont pas besoin d'être éternels. Le repas se déroula comme dans un rêve. Isabella et Ruby riaient comme 2 sœurs qui se retrouvent, échangeant confidences et projets insensés. Cassandra, contre toute attente, préparait des pancakes dorés avec une habileté nouvelle et écoutait les histoires des enfants avec une attention sincère. Maman fait les meilleurs pancakes du monde, proclama Isabella, fière. Elle a appris plein de recettes pour qu'on déjeune ensemble tous les matins. La métamorphose était bouleversante. L'enfant éteinte du sous-sol avait fleuri, rayonnante d'assurance parce qu'elle se savait aimée. Plus tard, les fillettes disparurent dans la chambre d'Isabella, désormais remplie de dessins, de peluches et de bricolage joyeux. Cassandra et moi restâmes sur la terrasse, le soleil couchant enveloppant tout d'une lueur dorée. J'ai encore du mal à croire que ce n'est pas un rêve, murmura-t-elle. Il y a 6 mois, j'étais convaincu que mon amour pour Isabella me rendrait faible. Aujourd'hui, je sais que c'était l'absence d'amour qui me brisait. Nos pensées furent interrompues par le retour des enfants. Elles avaient le sérieux des diplomates annonçant un traité. Nous avons décidé, déclara Isabella. Ruby sera ma sœur, Monsieur Trevor sera mon papa ami et maman sera la maman amie de Ruby. Nous allons être une famille assemblée, pas née ensemble. Ruby hocha gravement la tête. Et on aura des pancakes tous les dimanches, Noël ensemble, et on cédera quand on sera triste. Avec la logique désarmante de l'enfance, elle venait de résoudre l'équation que les adultes compliquaient tant. Cassandra me jeta un regard lourd de réflexion, mais empli d'une évidence simple, elles avaient raison. C'est un très beau plan, répondit-elle doucement. Les familles choisies peuvent être aussi fortes que celles du sang. Peut-être même plus, car elles naissent d'une décision et non du hasard. Je sentis mon cœur se remplir d'une gratitude infinie. 6 mois plus tard, directeur chez Pierce Industries, j'entrai dans mon bureau et découvris un nouveau dessin collé à mon écran. Isabella avait gagné en talent, 4 personnages riaient autour d'une table, les mains tendues les unes vers les autres. En bas, elle avait écrit d'une écriture plus assurée. Ma famille que nous avons construite ensemble. Merci de m'avoir appris que les murs ne sont pas éternels et que l'amour n'a pas besoin de faire peur. La question qui avait tout déclenché, pourquoi maman ne m'aime-t-elle pas, avait trouvé sa réponse. Pas dans des explications, mais dans une transformation. Car parfois, les questions les plus essentielles ne réclament pas de mots. Elles exigent des actes qui prouvent que l'amour était là, tapis derrière les murs, attendant seulement que quelqu'un ait le courage de les faire tomber pour laisser jaillir la lumière. Et c'est cela, au fond, qu'une famille enseigne, aimer sans peur, bâtir au lieu de se barricader, choisir la connexion plutôt que la sécurité, jour après jour, jusqu'à ce que ce choix devienne aussi naturel que respirer.